De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les pluies diluviennes signent leur retour. C'est la saison. Abidjan et des localités font face aux intempéries avec leur lot de dégâts humains et matériels. Ce dimanche, on enregistre des victimes à Yopougon. Le bilan fait état de 5 personnes blessées des suites de l'effondrement d'un immeuble en construction. Les victimes ont été secourues par une équipe de sapeurs-pompiers. Le coronavirus toujours menaçant cette saison pluvieuse. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce dimanche, on dénombre en Côte d'Ivoire 236 nouveaux cas confirmés et 108 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Les autorités sanitaires continuent d'interpeller les populations sur la Covid-19. Depuis l'allègement des mesures restrictives, les gestes barrières sont moins respectés et les cas augmentent. La peur du virus a-t-elle fait place à l'insouciance, voire au déni de la maladie? Comment l'expliquer? Pourquoi cette négligence? Élément de réponse dans le dossier de ce 20h. Des casques bleus des nationalités égyptiennes ont été tués hier samedi dans le nord du Mali par des hommes armés non identifiés. Les soldats de l'ONU assuraient la sécurité d'un convoi logistique de la MINUSMA lorsque des coups de feu ont éclaté. Le représentant spécial de l'ONU au Mali a condamné l'attaque ce dimanche. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les pluies diluviennes ont signé leur retour. C'est la saison. Abidjan et des localités font face aux intempéries avec leur lot de dégâts humains et matériels. Ce dimanche, on enregistre des victimes du côté de Yopougon. Le bilan fait état de 5 personnes blessées des suites de l'effondrement d'un immeuble en construction. Le témoignage de Michel Digré. Il est 11h ce dimanche quand notre équipe de reportage arrive à Yopougon, route de Dabou. Les 5 victimes de l'effondrement de l'immeuble en construction dans ce quartier sont prises en charge par les équipes de secours. Je dormais. Dans un coup, dans mon sommeil, je vois quelque chose, la maison est cassée. C'est là je suis sorti, voilà, appeler les parents. Tout un enfant là, c'est pour moi. Ils sont 4. Tout était dedans. La maison a tombé complètement. Non, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Il y a mal partout, tout mon corps me fait mal. Des victimes encore sous le choc. Mais que s'est-il réellement passé? Pendant que les blessés sont transportés dans un établissement sanitaire, nous retournons sur les lieux de l'effondrement. Voici ce qui reste de la maison des victimes. Aux environs de 8h55 par là, nous avons été alertés pour un effondrement. Alors rapidement, nous sommes rendus sur les lieux. Après reconnaissance et constat, nous avons vu que c'est un bâtiment en construction qui est tombé sur une maison qui a fait 5 blessés. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et tout ce que nous pouvons dire à la population, c'est à ces périodes-là qu'il faut être prudent. L'immeuble par lequel le malheur est arrivé surplombe encore la demeure et semble lui aussi constater les dégâts. C'est dans ces 2 temps-ci qu'il j'ai vu que la clôture, genre, les rats viennent travailler aujourd'hui, demain les rats ne viennent plus. Ils viennent travailler aujourd'hui, ça ne vient plus. Bon, c'était pas encore terminé. Et aujourd'hui, c'est pas. Tout d'un coup, voici moi ici dans mes pleurs. Pendant ce temps, d'autres immeubles sortent de terre dans ce quartier précaire identifié comme zone à risque en saison pluvieuse.
Ces intempéries ont aussi marqué leur passage à l'intérieur du pays, notamment à San Pedro. Ces pluies ont laissé des séquelles dans la deuxième ville économique de notre pays, forçant les populations à rester chez elles. Ce week-end, les pluies diluviennes ont provoqué, vous allez le voir, des inondations dans plusieurs quartiers. Les autorités appellent à quitter les zones à risque. Sam Conan depuis San Pedro. Et revoilà les pluies diluviennes à San Pedro. Seulement 2 jours de pluie non-stop, samedi et dimanche, et des inondations dans presque toute la ville, comme ici devant le CHR, centre hospitalier régional, dans le quartier Lac, à la rue du Marché à la Cité, ou encore ici à Nitoro. Les rues sont occupées par les eaux de ruissellement, difficiles pour les automobilistes de circuler. Dans les quartiers Séouké, Koulas et Balmer, des maisons sont sous les eaux. Pour le maire de la commune, Félix Anoblé, que nous avons rencontré visitant les zones à risque, toutes ces inondations sont la conséquence des constructions dans les zones à risque. Des constructions qui, selon lui, vont être détruites pour libérer le passage de l'eau. De nombreuses constructions obstruent le passage de l'eau vers donc leur drainage à la mer. De nombreuses constructions dans les ravins obstruent le passage de l'eau vers les fleuves. Ces états de fait, si nous ne les arrêtons pas, vont entraîner une inondation de la ville de San Pedro. La ville de San Pedro est une ville qui est construite à un niveau en dessous du niveau normal de la mer. Donc c'est une ville qui est appelée à s'inonder à tout moment si des précautions ne sont pas prises pour l'évacuation normale des eaux. Donc on est obligé de prendre un certain nombre de mesures vraiment drastiques pour détruire un certain nombre de constructions qui sont sur le passage de l'eau afin d'éviter d'inonder cette ville. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, appelle pour sa part les populations à la prudence et à quitter les zones à risque en cette saison des pluies qui ne fait que commencer. Comme San Pedro, Abidjan fait face aussi aux intempéries et les pluies diluviennes ont fait des victimes ce dimanche à Bingerville. Un immeuble R+3 en construction s'est effondré cet après-midi à Abata, village dans la commune de Bingerville. Pour l'heure, pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels. Les équipes du groupement de sapeurs-pompiers militaires que vous voyez sur ces images sont sur le terrain pour les opérations de sauvetage. L'élément complet dans nos prochaines éditions avec notre reporter Salimatou Dia qui est également sur le terrain. L'État ivoirien lutte contre les inondations, également contre la désertification et la sécheresse. La journée mondiale sera célébrée le 17 juin prochain. Avant cela, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, mène la sensibilisation. Ce dimanche, au marché de Cocoviko, dans la commune de Cocody, il a échangé avec les femmes du secteur vivrier. Il appelle un changement de mode de consommation afin de disposer suffisamment de terres cultivables. Les explications détaillées de Grace Kando. Produire de manière durable en quantité et en qualité sans dégrader la terre. C'est le message que le ministre Joseph Seka Seka, en compagnie de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, est venu apporter aux actrices du secteur vivrier du marché Cocoviko dans la commune de Cocody. Le ministre de l'Environnement nous a enseigné sur comment utiliser le sol. Il y a des enseignements qu'on ne savait pas. Parce que nous, tout produit phyto qu'on voit, c'est le bon. Mais il y a des quantités à ne pas dépasser et il y a des meilleurs produits aussi phyto. Avec l'information que nous voulons de recevoir ce matin, nous allons sensibiliser à la bonne gestion de nos terres. Il était bon de venir leur parler, que c'est bien leur production, mais il faut que ces productions-là se fassent dans le respect de l'environnement et de la santé des populations, pour que ces terres-là soient durables. Si nous ne respectons pas ces pratiques-là, si nous utilisons des intrants toxiques, si nous utilisons des techniques culturelles, la déforestation, les cultures sur brûlis, que nous détruisons nos forêts, finalement, c'est la sécheresse qui va arriver et c'est la désertification qui va nous rejoindre et nous ne pourrons plus avoir des terres pour cultiver. Cette sensibilisation sur la gestion durable des terres a été le lieu pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation d'inviter les femmes du secteur vivrier à postuler pour le fonds informel mis en place par le gouvernement. Les femmes du vivrier, elles ont une économie de subsistance et ce qu'elles font rentre dans le cadre de l'informel. Ce fonds-là a 2 volets. Le volet subvention de l'État qui part jusqu'à 200 000.
200 000 qui est pour moi une manne qui pourra aider ces femmes-là dans la relance de leur activité. Et nous avons le second volet au niveau du fonds informel qui est le volet crédit. Même pour le volet subvention, pour moi, c'est un cadeau que le gouvernement fait aux femmes du vivrier. 80% des denrées alimentaires de base en Côte d'Ivoire sont produites par les femmes du secteur vivrier. Elles assurent aussi la distribution et la transformation de ces produits. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la COVID-19 ont été rappelés aux femmes du marché Cocovico. On lutte également contre la COVID-19 du côté de Yamoussoukro et c'est désormais une destination qui attire de plus en plus d'industriels. Les entreprises continuent de s'installer à la zone industrielle de la capitale politique ivoirienne. Et pendant ce temps, le gouvernement règle les droits coutumiers. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a remis un chèque de plus d'1 milliard de francs CFA aux communautés villageoises d'Akpessekro et de Zambakro. Kader Segodogo pour plus de détails. Zone industrielle de Yamoussoukro, une superficie totale de 750 hectares. Quelques entreprises sont déjà visibles. Un site cédé à l'État de Côte d'Ivoire par les communautés villageoises de Akpessekro et Zambakro, véritables détenteurs des droits coutumiers. Un accord portant sur 250 hectares avec des droits qui s'élèvent à 3 750 millions de francs CFA a donc été signé avec ces communautés soumises à 3 échéanciers. Après juillet 2019, un chèque de 1 218 750 000 francs CFA est remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il symbolise la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de tenir tous ses engagements. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 au titre de l'année 2020, ce qui fait à ce jour au total 2 531 250 000 francs CFA octroyés de façon effective aux détenteurs de droits coutumiers d'Akpessekro et de Zambakro. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Et cela ne saurait être autrement, d'autant plus que ce que Ado dit, Ado fait. La réaction des bénéficiaires traduit la joie qui les anime. Merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir de zone industrielle. Mais c'est seulement l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre, M. Souleymane Diarra-Souba, que le processus des droits coutumiers a connu un dénouement heureux. La troisième tranche d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA avant la fin de cette année. La zone industrielle de Yamoussoukro vient pour régler le problème de transformation des matières premières agricoles, mais également elle est une réponse à l'épineux problème du chômage des jeunes. Voilà, la Côte d'Ivoire est au front sanitaire. Le pays engagé dans le combat contre le coronavirus mise sur la sensibilisation et la RTI fait sa part. Attention à ne pas relâcher dans le respect des gestes barrières. Les autorités sanitaires continuent d'interpeller les populations sur la COVID-19. Depuis l'allègement des mesures restrictives, les gestes barrières sont moins respectés et les cas augmentent. La peur du virus a-t-elle fait place à l'insouciance, voire au déni de la maladie? Comment l'expliquer? Pourquoi d'ailleurs cette négligence? Élément de réponse dans le dossier signé Didier Nguessan. Gare routière de Benjerville, cet apprenti charge son mini-car. Les passagers ont l'obligation de porter un masque. Cette cliente qui n'en porte pas descend pour s'en procurer. Elle devra attendre un autre véhicule. En entendant le chargement des taxis-brousses, coxeurs, chauffeurs et apprentis dévissent sous les hangars sans observer aucune mesure barrière à la COVID-19. Une insouciance qui, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, passe mal, surtout au regard du nombre quotidien de cas positifs. Depuis une semaine, un relâchement dans le respect des mesures barrières. On n'aime pas trop porter car ce n'est pas que
respiration de tout le monde n'est pas la même chose. Il y a d'autres clients aussi, on les prend aussi là, c'est la même chose là. Depuis qu'on a enlevé le confinement, donc chacun fait ce qu'il veut maintenant. Et certains se plaignent, d'autres acceptent ça comme ça, bon, d'autres sont prudents et puis d'autres sont légers. Sur ce marché de Bingerville, rien n'a vraiment changé dans les habitudes. Ces attroupements devant les marchandises foulent au pied la distanciation physique. Ici, le port du masque semble être l'exception et certains vont jusqu'à dénier la maladie. La maladie, c'est la vérité. Je ne crois pas. Il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Vous pouvez mettre là, seulement là. Je ne peux pas dire, mais c'est le marché. Donc, comme on a des petites places pour se débrouiller, donc on est obligé de faire avec. Moi, c'est la même là, moi, mais je paye juste en beaucoup même. Mais quand je porte un peu, je viens ici étouffé. Ici, on avait des gants, tout ça là même. Même j'ai ça même. On porte un peu, les clients, il faut faire monnaie, ceci, cela. Face à la légèreté dans l'observation des mesures barrières, le Conseil national de sécurité a revu à la baisse ce 11 juin le nombre de personnes autorisées à participer à une activité dans l'espace public. De 200, il passe à 50 personnes à nouveau dans le Grand Abidjan. Un retour en arrière, un durcissement des mesures que comprennent ces populations. C'est au niveau du contrôle. Il faut qu'on contrôle les différents maquis, les églises, et puis même au niveau aussi du transport. Parce que nous qui prenons très souvent le transport en commun, on voit que c'est exagéré. Une fois que toutes ces mesures sont suivies aussi des pénalités, je crois que tout va rentrer en ordre. Et cette nouvelle mesure décidée par le gouvernement est la bienvenue pour permettre encore à la population de prendre conscience que les mesures barrières sont très importantes. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, il va de soi que véritablement l'État va prendre des mesures encore plus drastiques pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal. Cette mosquée à Trècheville s'était accommodée au nombre de 200 fidèles depuis près d'un mois. Ce vendredi, jour de grande prière, l'imam revoit ses dispositions. Il invite les fidèles au respect sans condition des mesures barrières. Avant-hier, on était à 200, on revient encore à 50. Il est préférable qu'on ait beaucoup d'hommes dans la mosquée, mais si c'est réduit à 50, l'islam aussi a des possibilités de réduire le nombre aussi à 50 ou, si ce n'est pas possible dans le lieu, en tout cas sur soi, à des grands regroupements. C'est le devoir de tout le monde de respecter les mesures barrières. Il est recommandé aux musulmans d'obéir aux responsables, d'obéir aux autorités. Pour l'imam, la foi et la loi sont complémentaires. Mais si la foi utilise la carotte, la loi sort souvent le bâton. Pour faire respecter de gré ou de force les mesures barrières, la police nationale mise sur la sensibilisation communautaire et sur la répression. Le renforcement du contrôle, donc de l'obligation du port de masques par la sensibilisation communautaire, mais également au niveau sécuritaire par la répression. À la préfecture de police d'Abidjan, il n'y a plus de place pour les chaises, sonos et autres qui chaque jour font l'objet de saisies après fermeture des maquis et bars des récalcitrants. À défaut de médicaments pour guérir de la COVID-19, prévenir la pandémie reste de mise pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons observé que les mesures de confinement que le gouvernement a eu à prendre ont produit des effets. Les cas ont baissé énormément. Mais aujourd'hui, nous observons qu'il y a beaucoup plus de cas. Et pourquoi? Parce que le virus se met à circuler d'une personne à l'autre. Vous savez, il y a des lieux de rassemblement. Et c'est là où le virus se propage le plus. Les endroits publics, les marchés, les transports en commun, les endroits où vous vous retrouvez à plusieurs, il faut observer une distanciation physique d'au moins 1 mètre. Donc, si vous combinez ces mesures, le port du masque, vous lavez les mains à l'eau au savon, en observant la distanciation physique, la maladie va arrêter de circuler en Côte d'Ivoire. L'implication de la population est un atout important dans la lutte contre la COVID-19. Pour l'instant, elle reste timide dans le milieu du transport et sur les marchés. Voilà, stop donc à l'insouciance et au déni de la maladie. Le coronavirus est toujours menaçant. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 236 nouveaux cas confirmés et 108 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour
dimanche 14 juin 2020, 236 nouveaux cas de Covid-19 sur 848 échantillons prélevés, soit 27,8% de cas positifs, 108 guéris et 0 décès. À la date du 14 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 5084 cas confirmés, dont 2505 personnes guéries, 45 décès et 2534 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 36 783. Le ministre de la Santé et l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 14 juin 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 14 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 11 422 cas confirmés, 51 décès. Au Sénégal, 5 090 cas confirmés, 60 décès. Au Mali, 1 809 cas confirmés, 104 décès. Au Togo, 525 cas confirmés, 13 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour 7 840 408 cas confirmés et 431 236 décès. Pour barrer la route au coronavirus dans notre pays, on accentue la sensibilisation au point presse quotidien du gouvernement. La population est invitée à garder le cap dans le respect des gestes barrières, nous témoigne Serge Koléa. Le Grand Abidjan, toujours à épicentre de la maladie à coronavirus. Les différents intervenants à ce point journalier notent une circulation très active du virus, marquée en cette première quinzaine du mois de juin par une recrudescence du nombre de nouveaux cas positifs diagnostiqués. Sur la même période, il y a un mois, c'est-à-dire en mai dernier, on avait enregistré une moyenne de 54 cas. Pour le mois de juin, nous avons une moyenne de 184 cas, soit 3 fois plus. Des statistiques en augmentation dont nous devenons désormais familiers ces derniers jours, malheureusement. En 13 jours, c'est-à-dire depuis le 1er juin à la date d'hier, le nombre de nouveaux cas de Covid enregistrés est estimé à 42% du nombre total de cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie, soit 2049, ce qui est préoccupant. Cette situation préoccupante met en évidence la nécessité du respect des mesures barrières. Il est bon de rappeler que la riposte sanitaire reste dévolue au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé rappelle qu'à ce jour, seules 3 cliniques privées ont été autorisées sous la supervision médicale du SMIT à prendre en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement. Il s'agit de Farat, de la PISAM et de Hôtel Dieu. Concernant le diagnostic, 5 laboratoires dont l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui assure la coordination des activités. Les autres concernent Retroci,
CEDRES, CIRBA et le laboratoire du CHU de Bouaké. Une dizaine d'autres sont prévus à l'intérieur du pays dans les centres intégrés de prise en charge Covid-19 en cours de réalisation, dont 6 connaissent déjà un état d'avancement important. Ces centres concernent les localités suivantes: San Pedro, Bouaké, Man, Odéné, Daloa, Gagnoa, Korogo, Abengourou, Aboasso et Bouna. Relativement aux tests de diagnostic, aucun test sérologique n'a été autorisé jusque-là, encore moins un agrément à un quelconque laboratoire privé pour le réaliser. Au niveau sécuritaire, la surveillance des frontières déjà renforcée sera davantage accrue. Pour ce qui est de la surveillance accrue à nos frontières, voudrions au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense féliciter toutes les forces de défense et de sécurité à nos frontières, notamment la préfecture de police de Korogo, qui, dans la journée d'hier, a, sous le coup de 17h20, interpellé et refoulé 50 individus de nationalité burkinabé pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières, soit 39 hommes, dont 4 mineurs, et 11 femmes, toutes majeures, reconduits au poste frontalier de Yendéré. Les nouvelles mesures restrictives ramenant les rassemblements de 250 à 50 personnes sont la conséquence logique du laisser-aller général des populations selon les conférenciers. Pour éviter que le Conseil national de sécurité ne revienne aux premières mesures comme le couvre-feu, les populations ont été exhortées à une prise de conscience et au respect des mesures édictées. Je voulais voir à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de la Direction générale de la SOTRA, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre des Transports du 14 avril 2020 portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules ou des bateaux en période de lutte contre la COVID-19. La SOTRA a limité depuis le 15 avril 2020 le nombre des voyageurs à 45 passagers, y compris le machiniste ou le pilote dans ses autobus et bateaux. La Direction générale de la SOTRA constate avec regret que cette mesure est foulée aux pieds par certains voyageurs. Devant cette situation qui met en péril la santé et la sécurité des populations, la SOTRA invite sa clientèle à faire preuve de patience et de discipline à la montée des autobus et des bateaux, de manière à éviter les bousculades. La SOTRA rassure qu'elle dispose d'un parc d'autobus conséquent pour assurer le transport de sa clientèle dans les conditions optimales de sécurité et de confort. Enfin, elle exhorte à nouveau ses voyageurs au respect scrupuleux des mesures barrières pour des voyages en toute sécurité. C'est un communiqué signé par la Direction générale de la SOTRA. Nous prenons à présent la direction du Haut-Sassandra où les femmes du canton Gbalahan Sud ont été sensibilisées contre la COVID-19. L'initiative est du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a dépêché une équipe sur place dans le village de Gbalagwa, à quelques kilomètres de Daloa, nous explique Eric Gori. Ici, les 17 coopératives agricoles et associations féminines. Ces femmes se sont retrouvées dans le village de Gbalagwa, dans la sous-préfecture de Daloa. Cette localité accueille la campagne Une femme, un masque, initiée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. Une rencontre axée sur la sensibilisation technique du lavage des mains, du port du cache-nez et au respect des autres gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus. Nous, on prend l'eau, on se lave les mains. Mais il y a une manière de se laver les mains. Ce qu'on a vu avec Maman Aïdara. Se laver les mains, c'est pas seulement se laver pour manger. Mais il faut se laver les mains pour éloigner la maladie. Nous sommes des délégués auprès de nos sœurs. Vraiment, ça nous fait plaisir. C'est la première. Les gens passent, mais c'est pas ce qu'on nous apprend. Ce matin, on a appris, on a vu, on a senti. Non, sincèrement, nous serons porteuses de cette nouvelle-là à nos sœurs qui ne sont pas là. Pour renforcer cette campagne de sensibilisation, les femmes ont reçu de Gilberte Vanier Aïdara, représentante de la ministre Liramata Bakayoko, des kits sanitaires de prévention ainsi que des vivres pour les soutenir en cette crise sanitaire. Elle a également saisi l'occasion pour inviter ces femmes du monde rural à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale qui prendra fin le 24 juin prochain. Ces braves dames et moi, nous avons eu des séances de travail pour que celles, par exemple, qui n'ont pas leur carte d'identité puissent pouvoir s'approprier cette pièce administrative afin d'être donc enrôlées
sur la liste électorale. Il est très important que chacune puisse donc voter. Il faut être utile. Nous cherchons le développement. Elles sont toutes dans la dynamique du développement. Des messages bien perçus par ces femmes qui ont pris l'engagement d'investir tous les villages et hameaux pour sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières ainsi que leur participation à l'opération de révision de la liste électorale. Reportage réalisé pour vous par Alassane Koulibaly et Mamadou Kouassi. Des commissaires de police et officiers de la gendarmerie renforcent leur capacité à l'École nationale de police. Ils prennent part à une session de formation sur la gestion de la sécurité en période électorale. Ils s'instruisent sur plusieurs sujets, notamment le mécanisme et le dispositif de la sécurisation des élections d'octobre prochain. Abou Sanogo pour en savoir davantage. La gestion de la sécurité en contexte d'élection. C'est le sens de cette rencontre qui réunit 180 officiers de police et de gendarmerie en situation de poste ou de commandement. Il s'agit de renforcer les capacités de ces officiers impliqués dans la sécurisation des élections au regard de leurs responsabilités en période électorale. Ce séminaire itinérant est organisé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et la Fondation Konrad Adenauer, qui entend jouer sa partition dans la formation des personnels des forces armées et de sécurité publique dans le cadre du processus électoral. Je voudrais renouveler l'engagement et la disponibilité de la Fondation Konrad Adenauer à toujours apporter son soutien à ce genre d'initiatives dont l'ultime objectif est de prévenir les violences électorales et de contribuer à l'enracinement d'une culture de paix et de sécurité durable. Ouvrant les travaux de cette série de 6 séminaires itinérants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Wagondo Diomandé, a salué l'apport de la Fondation allemande Konrad Adenauer pour son accompagnement dans la préparation des forces de sécurité et de défense ivoiriennes et a invité les participants à être compétents. C'est en formant de façon continue policiers et gendarmes que nous pourrons avoir des forces efficaces et respectueuses des droits humains. Et c'est justement cette efficacité et le respect des droits qui renforceront notre lien avec la nation. Ce sont au total 200 officiers de gendarmerie et commissaires de police qui bénéficieront sur toute l'étendue du territoire national de cette formation. L'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale qui, je rappelle, a démarré le 10 juin dernier. Un processus qui se déroule bien. Selon le vice-président de la commission électorale indépendante, Alain Dongou était justement l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Kolo Koulibaly. Il a fait le point de ce processus et il appelle les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement. Voyons un extrait de leur entretien. L'opération se déroule très bien. Après 4 jours, nous sommes à 170 000 personnes qui ont visité les centres. Alors, c'est quand même timide. Mais ce n'est pas timide parce qu'il y a 2 opérations. Il y a l'enrôlement physique et il y a l'enrôlement en ligne. L'enrôlement en ligne a commencé. Il y a près de 10 000 personnes qui ont téléchargé la plateforme d'application de l'enrôlement en ligne et nous avons commencé à traiter ces requêtes-là. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire avant le 25 juin 2002 et qui sont ivoiriens et qui ont 18 ans sont concernés par la révision de la liste électorale. Nous leur demandons d'aller dans les centres de leur quartier. Chaque établissement scolaire du quartier, dans un rayon de moins de 500 mètres, est doté d'un centre d'enrôlement. Il faut y aller pour se faire enrôler. On n'a pas besoin de vouloir voter maintenant, mais on a l'obligation de s'inscrire sur une liste électorale. Comme ça, si demain vous avez un candidat, vous pourrez lui apporter votre suffrage. Sur le même sujet, le directeur exécutif du RHDP sensibilise les militants du parti à se faire enrôler. Adama Bictogo a lancé cet appel de façon officielle à Divo dans la région du Leguibois. Le reportage est signé Léon Bro. Accueilli à l'entrée de Divo, le directeur exécutif et sa délégation conduit à la résidence du coordonnateur régional du RHDP dans le Lodjibois. Échange avec les chefs de communauté et cap sur la représentation locale du parti. Objectif, comprendre le fonctionnement du dispositif d'identification pour aider à l'obtention des documents en vue de l'inscription massive des militants et sympathisants du RHDP sur la liste électorale. Je fais par groupe de 10 pour véritablement bien les former. Ils vont dans les sous-préfectures, là-bas ils vont faire l'enrôlement. Dans les coins reculés avec un Wi-Fi, un petit ordinateur, une imprimante.
et les tablettes. Pour de la mairie de Divo, les mesures barrières à la Covid-19 et la détermination des dirigeants locaux du parti à les faire respecter peine à circonscrire le déferlement humain, la preuve que les 10 000 nouveaux majeurs identifiés en 10 jours ne sont qu'illustration de l'ancrage du RHDP dans le Lodjibois. Toutes les délégations départementales, communales et sous-préfectorales sont déployées dans le Lodjibois. Les secrétaires de section, ou je dirais délégations de section et comités de base sont complètement déployés et à la tâche. En 10 ans de pouvoir, le président Alassane Ouattara a mis le courant dans plusieurs villages que pendant les 50 premières années d'indépendance de notre pays. C'est ça qui fait que aujourd'hui, tout le peuple adhère au RHDP. Main dans la main, dans l'union, dans la fraternité, dans la discipline, autour de nos coordonnateurs régionaux, nous réaliserons au soir du 31 octobre 2020 le 1 Koukao. Le dernier réglage pour cette prochaine victoire du RHDP, selon le directeur exécutif, reste le recensement électoral en cours. Adama Bictogo appelle donc à la mobilisation nationale à cette opération d'enrôlement. Le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'Est, d'Ouest, de Centre, de Sud, de Nord. Il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, celle d'Oufouaboui. Le 31 octobre, c'est donc aujourd'hui. Alors, chers sympathisants, chers militants du RHDP, où que vous soyez, le devoir vous appelle. Ce devoir, c'est de s'inscrire sur le fichier électoral. Sur les raisons de son appel à l'enrôlement électoral depuis Divo, le directeur exécutif révèle la ville comme le symbole de la Côte d'Ivoire unie, paisible et prospère dans sa diversité, selon le RHDP. Pour les nouvelles à l'étranger, 2 casques bleus de nationalité égyptienne ont été tués hier samedi dans le nord du Mali par des hommes armés non identifiés. Les soldats de l'ONU assuraient la sécurité d'un convoi logistique de la MINUSMA lorsque des coups de feu ont éclaté. Les casques bleus ont riposté et ce dimanche, le représentant spécial de l'ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, a condamné l'attaque. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? La réponse avec Abou Sanogo. L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en appel à la prison à perpétuité en 2017, est retourné en prison à Dakar après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours accordée par la justice sénégalaise. En raison de la pandémie du Covid-19, l'ancien dirigeant tchadien de 1982 à 1990 avait été autorisé à regagner son domicile en mode liberté sous surveillance. Le président sortant du Burundi, Pierre Nkurunziza, âgé de 55 ans, est mort lundi 8 juin des suites d'une attaque cardiaque. Décès survenu à l'hôpital du cinquantenaire du Kourouzi. Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Son mandat devait se terminer en août 2020. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué Felo, un village d'éleveurs faisant 59 morts. Cette attaque était une représaille à l'assassinat du combattant djihadiste par la milice d'autodéfense locale qui protégeait le bétail du village contre le vol. Vice-président de la commission multisectorielle de la lutte contre le coronavirus nommé le 30 mars dernier par le gouverneur de la province du Sud Kivu, le médecin et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a démissionné de son poste. Cette démission s'explique selon l'intéressé par plusieurs motifs. En poste depuis 2 mois, il a pu constater les faiblesses organisationnelles et l'incohérence entre les équipes en lutte contre la maladie virale dans le Sud Kivu. L'État le plus riche et le plus touché au Brésil, Sao Paulo, s'est associé à l'entreprise chinoise Sinovac Biotech pour tester un vaccin contre le coronavirus sur des êtres humains. Et il s'agit de la phase 3 des essais cliniques qui vont débuter au Brésil à partir de juillet 2020 sur 9000 Brésiliens volontaires du Sao Paulo. Ce vaccin baptisé Coronovac a déjà passé les 2 phases initiales d'essais cliniques. Il est resté la phase décisive pour prouver son efficacité sur les êtres humains afin que le vaccin puisse être commercialisé.
Les pays africains ont appelé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à organiser un débat urgent sur le racisme et les violences policières dans le contexte de la mobilisation mondiale après la mort de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Dans une lettre écrite au nom des 54 pays du groupe africain pour les questions des droits de l'homme, l'ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève, Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à l'organe de l'ONU d'organiser un débat urgent sur les violations actuelles des droits de l'homme d'inspiration raciale. Entre 700 et 1 millier de personnes ont manifesté pour dénoncer l'insécurité et les exactions contre la communauté Peul de la région de Fada-Ngourma. Les manifestants n'ont pas pu remettre leur mémorandum aux autorités suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali. Soyez prudents, prenez soin de vous.